Bon, pour tous ceux en assistance, bienvenue. Nous sommes tous nous trois de la département de physique à l'Université de Montréal. On va parler aujourd'hui principalement de nos programmes de cycle supérieur. Mais si vous avez des questions à propos des programmes de première cycle, on peut vous guider aussi. Donc, bienvenue à William. Tu peux t'introduire et je vais te laisser. Bonjour, merci Alan. Mon nom c'est William Vichak-Krempa, puis je suis prof au département de physique. C'est moi qui vais me présenter aujourd'hui. Puis Alan, peut-être tu peux te présenter toi-même, puis après on peut présenter Charles aussi. Bien, je suis aussi professeur. Je étude en particulier la matière sombre en construisant les détecteurs souterrains. Charles? Oui, ben moi c'est Charles, je suis un étudiant au premier cycle et je continue mon parcours, ne sachant pas trop encore en quoi je vais me spécialiser, mais on va le savoir bien assez tôt. OK, bien, merci. Est-ce que Alan, tu voulais dire d'autres choses ou j'ai le feu vert pour commencer? Non, là, on s'en parle. OK, on peut y aller. Puis c'est enregistré aussi, donc s'il y a des choses qu'on va trop vite, vous pourrez revoir la présentation quelque part sur Internet. Je ne sais pas exactement où, mais ça devrait vous être communiqué. Donc, bienvenue à cette journée porte ouverte des cycles supérieurs, mais il y a plusieurs points qui couvrent tous les cycles, dans le fond. Puis aujourd'hui, ben, c'est une tempête de neige, donc ça aurait peut-être été par Zoom de toute façon, donc ça tombe un peu bien qu'on soit en télétravail. On va commencer par un petit vidéo préparé par l'université. Donc, je vais vous laisser écouter ça. OK. OK, c'est ça, on est prêt. On a été primé pour la présentation maintenant. On a vu que l'Université de Montréal, c'est cool et bon et dynamique. Donc, maintenant, on va passer plus spécifiquement à la physique. Puis ici, d'ailleurs, on a une vue du campus 1000. Ça, c'est le pavillon d'enseignement. D'ailleurs, est-ce que vous voyez mon curseur à l'écran ou la flèche? Non, pas de flèche. Non. C'est pas grave. Peut-être je peux faire des dessins comme ça. Oui, on le voit. Oui, c'est ça. Puis je pense que comme ça. Est-ce que vous voyez ma flèche là? Non? C'est très petit et tout. Ouais. Bon, c'est pas grave. Donc, on va parler des programmes de maîtrise et doctorat. La personne ressource pour les cycles supérieurs, ben, c'est Mme Sophie Tremblay. C'est les questions plus spécifiques que vous avez sur comment postuler, qu'est-ce qu'il faut comme prérequis, et ainsi de suite. N'hésitez pas à la contacter. Son courriel est écrit ici. Puis aussi la professeure Joëlle Margot, qui est la responsable des cycles supérieurs. Donc, c'est des questions que Sophie ne peut pas répondre, professeur Margot pourra prendre le relais. Puis moi, ben, mon nom est là c'est William Vichak-Krempa, comme je vous disais. Puis je vais faire le tour de tout ça avec vous. On voit plusieurs belles images. On va d'ailleurs plonger dans les différents sujets de recherche du département. Puis après, on verra un peu comment procéder pour postuler. OK. Donc, je vais effacer ça. Hein.
Notre premier sujet, ça va être l'astronomie et l'astrophysique, puis ça inclut aussi la cosmologie. Donc, il y a 11 professeurs dans le domaine avec des expertises très variées qui vont de l'instrumentation, par exemple le télescope James Webb. Si on retourne une petite année en arrière, on le voyait d'ailleurs. Est-ce que je peux retourner? OK, là, c'est ça. Comme ça. Donc, le télescope James Webb, dont on entend parler beaucoup ces temps-ci dans les nouvelles, il y a des gens dans le département qui sont impliqués là-dedans. Il y a un thème des exoplanètes qui est important au département, puis il y a l'Institut l'IREX qui traite de ce sujet-là aussi. Après, il y a l'astrophysique stellaire, l'astrophysique des galaxies et l'analyse des données à grande échelle. Donc, il y a des gens qui servent de l'IA, l'intelligence artificielle, pour analyser les données massives en astrophysique. Donc, ça, c'est notre premier sujet de recherche. Deuxièmement, il y a la biophysique et la physiologie moléculaire. Là, il y a 3 professeurs, 1 théorie et 2 expérimentales. Principalement, on parle de développer des modèles et des instruments pour prédire et mesurer les fonctions biologiques. C'est ça, donc il y a des gens qui regardent l'ADN, d'autres regardent des cellules, donc c'est vraiment très diversifié. Puis sur le site web d'ailleurs, en fait, il y a les noms des professeurs qui font cette recherche-là. Donc, si vous êtes curieux là, pour avoir des profs spécifiques à contacter, allez sur le site web du département de physique. Le troisième domaine, qui est le domaine dans lequel je travaille, c'est la matière condensée, qui est l'étude des matériaux de pointe et des phases de la matière. Là, ici, il y a 8 professeurs dans le domaine, moitié-moitié théorie expérimentale. Puis ça couvre plusieurs sujets, donc la synthèse de nouveaux matériaux, l'optique quantique, donc on parle de photons, état quantique de photons et comment ça interagit avec la matière. Il y a diverses simulations, tant hors équilibre qu'à l'équilibre, température élevée, basse température. Il y a des connexions avec l'informatique quantique, donc l'ordi quantique. Et finalement, certains professeurs utilisent l'IA pour comprendre ces phases très complexes de la matière. Le quatrième sujet, c'est la physique mathématique. Et ça, il s'agit de comprendre des structures mathématiques qui apparaissent en physique. C'est très riche. C'est le dialogue entre les maths et la physique. Il y a 3 professeurs qui sont dans ce sujet de recherche-là. Puis un point important, c'est que sur le campus, il y a le CRM, le Centre de recherche mathématique, qui est un centre pour les applications des mathématiques et les maths fondamentales. C'est un centre de renommée internationale avec plusieurs chercheurs qui visitent et des conférences aussi, donc c'est très dynamique. Le prochain sujet, c'est la physique médicale. Et là, il s'agit de développer des techniques en imagerie, en radio-oncologie et des outils de thérapie. Ici, il y a 2 professeurs très actifs et dynamiques qui sont en plus affiliés au CHUM. Donc, c'est ça. Maintenant, il y a la physique des particules dans laquelle Alan œuvre, comme il a dit un peu au début. Là, il travaille sur la matière sombre. C'est un sujet qui vise à découvrir les fondements de la matière, donc comprendre ce qui compose l'univers. Il y a 7 professeurs dans ce sujet. Il y a 3 en théorie et 4 expérimentales. Et donc, ça va, comme Alan disait, de la matière sombre jusqu'aux expériences à grande échelle au CERN, le collisionneur en Suisse, pour lequel il y a un prix Nobel qui a été donné récemment pour la découverte du boson de Higgs. D'ailleurs, c'est le genre d'image qu'on voit ici là, de collisionneur. D'accord. Je pense que c'est le dernier. Oui.
et non la moindre, c'est la physique des plasmas. C'est l'étude de la 4e phase de la matière, la phase ionisée de la matière. Là, on voit une petite image d'un plasma qui émet du rayonnement dans le violet. Puis il y a 3 professeurs qui font la recherche dans ce domaine-là. Au moins 2 expérimentaux, peut-être un théorique, là. Allez voir sur le site web pour les détails, mais certainement 2 expérimentaux. Donc, c'est ça. Puis on va revenir aussi parce qu'il y a certains programmes qui sont spécifiques à différents sujets de recherche, dont plasma. Donc, ça fait le tour des grands sujets de recherche. Puis en passant dans le chat, il y a Alan qui met des... On fait des commentaires. C'est ça, des commentaires là, pour les gens si vous voulez avoir plus d'informations. Donc là, la question que vous posez, c'est pourquoi choisir la physique et non pas une autre branche à l'université? Parce qu'il y a vraiment plusieurs programmes. Bien, voici la réponse, parce qu'une formation extrêmement polyvalente et recherchée par divers employeurs. Donc, regardons ensemble les différents méthodes et techniques qu'on apprend en physique. Donc, évidemment, il y a tout ce qui est technique en laboratoire. Ici, une belle image de labo d'ailleurs. Dans le nouveau campus Smith, il y a des superbes laboratoires. Donc, il y a vraiment des expériences à la fine pointe de la technologie. Donc, ça, c'est extrêmement stimulant. Il y a du travail collaboratif en physique, tant dans un labo qu'en différents labos, puis aussi, évidemment, entre théorique et expérimental. Donc, ça, c'est fondamental. Puis, beaucoup des groupes au département ont vraiment plusieurs membres, puis travaillent avec d'autres groupes dans des regroupements. Donc, c'est très stimulant là, pour les étudiants d'avoir accès à tout un bassin d'autres personnes avec qui discuter. C'est très stimulant. La physique, on est très connu, en fait, pour nos capacités et nos talents en résolution de problèmes. Donc, au cycle supérieur, c'est vraiment là que c'est poussé beaucoup plus loin qu'au bac, puisque les problèmes, c'est des problèmes de recherche non résolus. Donc, souvent, le cheminement, c'est qu'on a des mesures ou des données. Disons que je suis un théoricien, bien, je vois les données. Si je prends en expérimental des données, c'est ça, donc je les mesure. Après, on les analyse, puis avec l'analyse, éventuellement, on veut extraire différentes hypothèses et lois, puis on referme la boucle. Donc, c'est un travail qui est très complet et très rigoureux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très recherché. Puis, un point que des fois, on oublie, c'est l'aspect créatif et ingénieux. Donc, c'est de la recherche. Donc, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on cherche souvent. Donc, il faut cet aspect-là créatif pour surmonter les obstacles, faire de nouvelles hypothèses, avoir des nouvelles idées d'expérience. Donc, ça, c'est extrêmement sollicité en physique. Et c'est ça. Puis, il y a plusieurs possibilités d'emploi avec une formation en physique. Évidemment, il y a l'emploi de professeur de physique, les emplois connexes, comme la recherche en laboratoire privé. Mais il y a aussi des emplois qui sont un peu moins naturels, qu'on ne penserait pas. Par exemple, en intelligence artificielle, donc ici, on a un chercheur français, Yann LeCun, qui est directeur de IA chez Facebook, ou maintenant Meta. Puis il est aussi en même temps professeur à New York University, NYU. Puis quand les gens lui demandaient quel genre de formation que vous recommandez pour être un bon chercheur en IA, deep learning, tout ça, puis dans sa réponse, c'est assez intéressant. Bon, il dit évidemment les cours de mathématiques, de programmation, mais il ajoute cet énoncé qui est encadré: prenez autant de cours de physique que vous le pouvez. Puis la question, plus tard, il répond pourquoi la physique? Bien, c'est parce que la physique, c'est une manière de modéliser des vrais systèmes et procédés, et c'est ancré dans le monde réel.
Donc, c'est vraiment ça, de prendre le monde réel et de faire une abstraction de ça pour extraire un modèle avec lequel on peut faire des prédictions, des calculs. Donc, des domaines comme ça qui ne sont pas nécessairement reliés directement à la physique, on voit que c'est très demandé, c'est très recherché comme connaissance, celle de physicien. Puis, il y a d'autres domaines aussi comme ça, par exemple, un domaine dans lequel il y a aussi beaucoup de physiciens qui travaillent, c'est dans le domaine de la finance. Les compagnies comme les grandes banques recherchent des physiciens pour faire de l'analyse, des simulations numériques très poussées. Ça vient chercher les outils que vous apprenez au cycle supérieur. C'est un peu surprenant, mais c'est ça, ça démontre la versatilité de la physique. Ici, c'est une image du site web de la FAS. Ça vous montre comment accéder au guide étudiant. Parce que dans ce guide, il y a vraiment plein d'informations à propos des programmes du département de physique, comment s'inscrire et à quoi s'attendre. Donc, en haut à gauche, il y a l'onglet « Programmes et cours ». On sélectionne ça. Après, on va dans « Programme de cycle supérieur ». Premier cycle, dépendamment de ce qu'on veut. Et là, il y a le fameux guide de l'étudiant qui va apparaître. Donc, là-dedans, il y a vraiment beaucoup de détails. Donc, n'hésitez pas à consulter ça. C'est des choses qui n'ont pas été couvertes aujourd'hui. On va faire un petit survol de ce guide en débutant par la maîtrise en physique. Okay? Donc, ça, c'est un programme qui dure en général 2 ans. Ça peut être moins aussi, mais typiquement, c'est 2 ans. Là, on parle de la modalité avec un mémoire de maîtrise, donc une thèse de maîtrise. Dans ce programme-là, on prend 3 cours, chacun a 3 crédits, donc c'est 9 crédits. Et le plan d'études est développé évidemment avec votre ou vos superviseurs de recherche. Okay? Puis un projet de recherche avec mémoire. Donc, en général, c'est grosso modo 1 an de cours et 1 an de recherche, quoique la recherche débute souvent dans la première année aussi. Il y a aussi 3 options spécialisées à la maîtrise. La première, c'est biophysique et physiologie moléculaire. Il y en a une en physique médicale. Et la troisième, en plasma. Puis là, il y a un cheminement international avec la France. Okay. Il y a une autre modalité possible qui s'appelle avec stage. Ici, il y a plus de cours. Donc, il y a 7 cours à 3 crédits. Et il y a un stage d'au moins 4 mois. Puis ce stage, c'est ça, si je comprends bien, peut être en entreprise ou en environnement hybride, l'universitaire est plus appliqué. Donc, n'hésitez pas à demander à Mme Tremblay là, les différentes possibilités dans cette direction-là ou différents professeurs aussi. Deuxièmement, il y a le doctorat en physique. Ça, c'est un programme qui dure typiquement 4 ans. Ici, il y a aussi 3 crédits, donc mis à part les 3 cours de maîtrise, là, il y a 3 cours qui s'additionnent au doctorat. En plus, il y a l'examen de synthèse dans la première année qui fait un survol un peu des concepts du bac et en plus ceux qui sont reliés à votre projet de recherche. Il y a tout l'aspect recherche qui dure le gros du doctorat et finalement, il y a la rédaction et la soutenance de la thèse là, qui se fait vers la fin. Un travail là, assez important. On parle d'un document de 100 pages, quelque chose comme ça ou plus. Il y a ici aussi des options spécialisées. Donc, il y en a 2. Il y en a une en biophysique et physiologie moléculaire et l'autre en physique médicale. C'est important de souligner que l'admission au doctorat est possible après 1 an de maîtrise. Donc, c'est ce qu'on appelle un transfert direct de la maîtrise au doctorat. Et ça, il faut en discuter avec votre superviseur de recherche pour faire la demande de ce transfert direct. Maintenant, côté financement, donc, il y a un financement garanti en physique. Donc, tout étudiant de cycle supérieur est financé. Voici les planchers minimaux
Donc, à la maîtrise, on parle de 15 600 par année pour la modalité avec mémoire. Au doctorat, c'est 18 000, puis ça, c'est le montant minimal qui est garanti. En plus, si vous faites du travail comme auxiliaire d'enseignement pour un ou plusieurs cours, vous pourrez avoir des fonds additionnels. Pour la maîtrise, on parle de 22 de l'heure et au doctorat, c'est 24 de l'heure. Donc, ça, c'est en plus de votre financement garanti, le CIO. En plus de ça, pour les étudiants internationaux, maintenant, l'université garantit l'exemption des frais de scolarité qui sont beaucoup plus élevés là, pour les étudiants internationaux. Donc, ça, maintenant, c'est garanti. Donc, vous êtes traité au même niveau qu'un étudiant local du Québec. Donc, il n'y a pas de frais additionnels de ce côté-là. Il y a évidemment aussi différentes bourses. Okay? Donc, il y a des bourses tant au département, à la faculté et à l'externe, donc provincial, fédéral et même autres. Donc, il y a plusieurs étudiants boursiers au département qui font que finalement, ces planchers minimaux-là gagnent quand même relativement plus que ça. Donc, il y a plusieurs possibilités de différents fonds. Donc, ça, c'est encore une fois la page de rappel d'aller consulter le célèbre guide de l'étudiant sur la page web du département de physique. OK. La date limite pour postuler, c'est de le faire avant le 1er février. Donc, c'est relativement bientôt, là. On est mi-janvier. Et c'est cela. Ici, c'est important, c'est un sujet. Donc, comment choisir votre sujet de recherche? Comment choisir votre groupe de recherche? Donc, premièrement, l'idée, c'est que vous postulez en physique à l'université sans nécessairement avoir choisi un superviseur ou une superviseure. Et ensuite, vous pouvez contacter des professeurs par courriel pour voir s'ils ont des disponibilités et s'ils seraient intéressés à vous accueillir et si vous êtes intéressé par la recherche qu'ils font. Donc, avant de commencer votre programme de maîtrise ou doctorat, donc en septembre prochain, par exemple, il faut que vous ayez déjà un superviseur de recherche. Mais ce n'est pas nécessaire pour postuler, par contre. Vous pouvez postuler sans avoir de superviseur, mais une fois que vous avez été accepté, là, c'est votre devoir de trouver un professeur qui vous prendrait dans son groupe. Ici, on a des belles photos là, de quelques profs dans le département. Ici, j'ai une petite diapo sur la vie étudiante. Je ne sais pas, Charles, est-ce que tu veux Oui. brièvement en parler? Pardon? Ben, je peux la présenter brièvement parce que je pense qu'on commence à être à court de temps. Mais c'est juste pour dire que quand vous entrez en département de physique, vous faites automatiquement partie de l'association étudiante qui est la FISUM. Puis c'est juste pour dire que la vie à l'Université de Montréal, la vie étudiante est assez active. À toutes les semaines, on a des activités, on a des compétitions entre les départements. Puis si vous êtes fatigué après toutes les activités qu'on vous offre, qu'on vous pouvez faire, il y a plein de clubs, des clubs de débat, des clubs de théâtre, des choses comme ça. Vous pouvez toujours venir vous reposer à La Planque, le café étudiant du département de physique, qui est le moins cher du campus, à seulement 25 cents. Alors, c'est juste pour dire que on a vraiment une belle vie étudiante, puis que c'est le fun, qu'on s'implique, puis que c'est très, très palpitant, comme ils disent. Merci, Charles. Oui, c'est vrai que c'est très dynamique. Il y a plein d'événements pour vous garder balancé, hein, pour ne pas être perdu dans tous les devoirs et examens. C'est important de faire un peu d'activité sociale et de prendre des cafés de temps en temps qui sont en effet vraiment pas chers. Meilleur rapport qualité-prix en ville. Donc, on est rendu à la fin. Je vous rappelle les personnes ressources. Okay? Donc, il y a Sophie Tremblay qui est la personne ressource au département. Son courriel est ici. N'hésitez pas à la contacter. Sinon, vous pouvez contacter aussi Admission
.umontréal.ca. Sur le site web, il y a d'autres personnes contact. Je pense que Sophie Tremblay, là, c'est vraiment la meilleure personne. Puis n'hésitez pas à consulter le guide de l'étudiant aussi et à nous écrire à nous, les professeurs ou même des étudiants à la FISUM, par exemple. Je suis sûr que ça leur ferait plaisir de répondre à vos questions. Mais sinon, on va prendre des questions, s'il y en a, du public maintenant. Et on a déjà une question de Olivier. Il Oui. demande si la maîtrise en physique médicale comporte, donc il y a une première année de cours avec 21 crédits, c'est plus que pour les cours en physique générale. Est-ce que le financement de 15 600 par année, et ça c'est le plancher, s'applique aussi à cette année d'études? Et la réponse est oui. Le plancher du financement, c'est par rapport ça vient de ton directeur de recherche. En maîtrise de physique médicale, vous avez besoin d'un directeur de recherche et donc ce financement vient de ce directeur, même si vous prenez encore votre année de cours. C'est seulement en modalité avec stage où on prend les cours puis on fait une courte stage, mais on n'a pas de directeur de recherche pendant toute la maîtrise où ce financement n'est pas garanti. Merci, Olivier. Donc, merci. Est-ce que... Puis dans les questions aussi, s'il y en a que vous avez, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou en levant la main. On est là pour démystifier tout ça pour vous, là. Le Q&A, c'est ça? Mm-hmm. William, est-ce que tu veux parler un peu de tes recherches? Bonne question, Alan. Ah, donc, elle va maintenant une question si tu veux la traiter. Ah ben oui, allons avec le plus urgent. Donc, je vais lire la question d'Hervé. Merci, Hervé. L'admission est-elle contingente à la bourse? Donc, l'admission, en fait, est seulement contingente à ton dossier quand tu postules. Donc, on parle des notes au baccalauréat et autres diplômes que tu pourrais avoir. Là-dessus, si ton dossier est jugé adéquat pour les cycles supérieurs, tu vas être accepté. Une fois accepté, là, il faut trouver un superviseur de recherche. Okay, donc, l'admission n'assure pas le financement. Le financement vient du superviseur ou des superviseurs. Donc, une fois admis, il faut trouver un superviseur. Maintenant, si tu trouves un superviseur, le superviseur, c'est implicite en acceptant qu'il va te financer au plancher minimum là, le 15 600 à la maîtrise et le 18 000 au doctorat. Donc, l'essentiel, c'est vraiment ça, c'est une fois admis de trouver un ou une superviseur de recherche. Puis après, la bourse. La bourse du superviseur est garantie parce qu'il n'y a aucun prof dans le département qui peut avoir un étudiant de cycle supérieur sans payer ce montant minimal. Et après, une fois le montant minimal versé, bien, il y a d'autres possibilités aussi, là, comme on disait. Là, il y a l'auxiliariat d'enseignement, il y a les bourses départementales, facultaires, universitaires et externes. C'est ça, donc. Je vais diriger les étudiants vers la guide d'étudiants pour lequel on a mis le lien pour les politiques pour les étudiants qui ont des bourses externes, car ça va augmenter les fonds disponibles au-dessus du plancher. On a une autre question d'Emmanuel. Je peux le traiter. Est-ce que les frais pour les étudiants internationaux sont garantis ou est-ce qu'il est nécessaire un processus de sélection? Effectivement, le processus de sélection pour
la bourse contre les frais, c'est l'admission à l'université. Donc, si vous passez à être admis à l'université dans la faculté des arts et sciences, c'est une politique du faculté, la réduction des frais de scolarité est garantie. Ça, c'est une nouveauté, là, Ça fait 2 ou 3 ans maintenant. donc, c'est quelque chose de vraiment bien là, pour les étudiants internationaux qui n'ont plus à avoir cette crainte de se voir refuser l'exemption des frais. Bienvenue. OK? On t'a interrompu, William. C'est ça, je peux m'enseigner un peu dans mon domaine de recherche, là, qui est quand même, c'est une des plus grandes branches de la physique. Ça regroupe beaucoup de sous-sujets. C'est la physique de la matière condensée, qui est un terme un peu bizarre des fois, là, mais souvent c'est la physique des matériaux. Mais ce n'est pas seulement les matériaux, là. Ça couvre aussi, par exemple, des liquides ou certains gaz. Donc, ce n'est pas seulement les solides. Puis ici, ben, je n'ai pas mentionné, mais la belle image qu'on voit à droite, peut-être certains d'entre vous savez c'est quoi, là? Non, ce n'est pas une météorite. C'est un échantillon d'un matériau supraconducteur qui lévite au-dessus d'un aimant. Donc, c'est un supraconducteur, en fait, assez exotique parce que lui, il peut être refroidi à l'aide de l'azote liquide. Donc, l'azote liquide qui devient liquide à température relativement élevée comparé à l'hélium, permet de rendre ce matériau supraconducteur, donc une absence de résistance électrique, puis en plus, il y a le champ magnétique externe qui est repoussé, puis ça fait que ça peut léviter au-dessus d'un aimant habituel. Ça, c'est le genre de phase de la matière, une phase quantique de la matière qu'on étudie dans mon domaine. C'est une phase qui est encore aujourd'hui pas encore comprise de manière théorique. Donc, on ne sait pas vraiment pourquoi les électrons forment un état quantique comme ça. C'est très actif. Puis les gens, ben, un des buts ultimes là, dans ce domaine-là, c'est de faire des supraconducteurs à température ambiante et pression ambiante, qui aura évidemment plusieurs applications là, dans tout, là, parce que presque toutes les applications aujourd'hui sont électriques. Donc, c'est quelque chose qui est très, très recherché. À l'université, des profs qui font la synthèse de matériaux, donc qui font croître des petites roches comme ça, puis les mesurent après à température basse, donc ils sont refroidis là, à l'aide d'azote ou d'hélium liquide. Moi, je suis théoricien, donc mon travail, c'est plutôt d'accompagner ces profs-là pour comprendre leurs mesures et faire des nouvelles prédictions ou guider leurs recherches dans des directions qu'on pense intéressantes. Il y a une question d'Hervé qui demande je voudrais postuler pour le master en physique médicale. Est-ce qu'il y a une limite de place? Oui. Oui, en fait, c'est vrai pour tous les sujets parce qu'il y a un nombre limité de profs. Puis en physique médicale, c'est quand même un des sujets où il y a toujours des applications, là, il y a toujours plusieurs étudiants qui postulent. Donc, il y a une limite de place. La limite, je ne pense pas que c'est fixe. Ça dépend de la disponibilité de l'étudiant, du superviseur cette année-là. Donc, si son groupe est suffisamment de place, bien, il va y avoir plus de candidats qui seront acceptés. Mais c'est ça. Donc, pour avoir siégé sur le comité de cycle supérieur, là, je peux dire qu'il y a quand même une limite, mais les bons dossiers en général sont acceptés, là. Donc, ce n'est pas aussi contingenté que, par exemple, médecine ou droit. Il y a beaucoup moins de gens qui postulent.
Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais la réponse, c'est oui, mais il y a de l'espoir. Puis c'est ça. Il y a toujours le moyen de contacter le superviseur potentiel, des fois pour discuter ou mettre en valeur son dossier. Là, si vous êtes inquiet là, que votre application à l'université, il y a des éléments qui n'ont pas pu être soulignés, puis vous pensez que vous avez vraiment un dossier là, qui mérite d'être regardé de plus près. Donc, n'hésitez pas à être proactif. Là. No open questions, c'est bon. Je peux prendre une minute juste partager un peu ce que j'ai fait en recherche. Bien sûr. Arrêter le partage. Donc, en particulier, donc, on connaît qu'il y a de la matière sombre dans l'univers, que ça effectivement, la phrase est que la matière sombre froide, ça veut dire lent ou piégé dans les puits gravitationnels. Matière, ça veut dire que c'est vraiment massif et mystérieuse, qui n'appartient pas à la physique des particules connues, a formé les galaxies. On avait besoin de cette masse et l'évidence est vraiment claire pour causer les premiers effondrements gravitationnels dans notre univers. Donc, on connaît le montant de particules, ou au moins la masse et leur vélocité qui passent près de nous, mais on ne sait pas exactement quel type de particules on a. Et donc, on peut construire les détecteurs. Ici, c'est les types de limites qu'on peut y mettre. Et en construisant des détecteurs qui sont encore de plus en plus sensibles, soit en énergie, soit en bruit de fond, on peut continuer d'explorer les candidats pour la matière sombre. Et donc, dans notre labo, on fait la calibration, l'analyse des bruits de fond et effectivement le développement de ces technologies. En particulier, on se concentre sur la calibration des nouvelles détecteurs depuis 2017 qui sont sensibles quand on a un dépôt de rayonnement quelque part dans plusieurs grammes ou kilogrammes de matériel, où on peut mesurer des électrons individuels qui se sont libérés par l'ionisation de cette diffusion. Donc, on mène la sensibilité des détecteurs du rayonnement à sa limite quantique, en particulier dans le silicium et le germanium. Merci bien, Alan. Donc, si quelqu'un travaille avec Alan et découvre la matière sombre, vous allez gagner un prix Nobel. Donc, ça vaut la peine. Ça vaut la peine là, de s'inscrire. Moi-même, je comptais changer de domaine pour travailler pour Alan. C'est vraiment un des Holy Grail en physique, d'essayer de trouver, d'observer la matière sombre, comprendre quelles particules composent cette matière sombre. Je dirais, en résumé, on a vraiment les groupes de recherche de 2 points à l'Université de Montréal sur un grand nombre des listes des sujets dont on a parlé et en l'utilisation des nouvelles techniques, en particulier l'apprentissage machine, une force en instrumentation pour plusieurs de ces différents domaines. On est à la fin de la séance. Donc, c'est la dernière chance pour les questions. Sinon, je pense qu'on va faire le tour en vous souhaitant une bonne saison de demande.
On attend un petit là, 15 secondes de suspense. N'hésitez pas, hein, c'est des questions, on est là pour répondre. Mais sinon, c'est ça. Donc, écoutez, n'hésitez pas à contacter Sophie Tremblay ou tout professeur du département qui vous intéresse. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Et allez consulter le guide de l'étudiant pour plus de détails. Et dans l'espoir de vous voir bientôt au département. Donc, on vous remercie d'avoir assisté à la séance. Puis on vous souhaite une belle journée de pelletage. Merci.